Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Personne, ou alors vraiment pas grand monde, ne considère les Palestiniens comme des êtres humains. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, ça continue encore et encore. Mais il y a guerre et guerre. Et là, nous allons parler d'un scandale, d'un véritable scandale. 7 milliards d'euros, je répète, 7 milliards d'euros auraient été détournés de l'agence de garantie des salaires. Vous savez, celle qui, patronnée par l'UNEDIC, bien sûr, coiffée par l'UNEDIC et le MEDEF, aide les entreprises à difficulté quand elles sont obligées de licencier leurs employés, donc de garantir effectivement les moments difficiles. On va en parler avec Philippe Murer, c'est une histoire incroyable. 7 milliards d'euros auraient disparu dans la nature. Mais dans quelle nature? Et puis, on va parler avec l'essayiste, avec Malika Sorel-Sutter, des suites, évidemment, de cette marche contre l'antisémitisme, mais au-delà des espèces de climat glauque, légèrement nauséabond, qui s'installe, en tout cas, dans une partie de cette douce France. Et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qui se passe, et de quoi tout ceci est-il le nom? On va en parler. Et puis après la perle, les huées, vous allez entendre le témoignage extraordinaire de Bernard Squarcini, l'ancien patron de la DGSE, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé notamment un certain 13 novembre. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. 7 milliards d'euros de l'association patronale de garantie des salaires. Un petit scandale, un gros scandale qui embarrasse drôlement l'UNEDIC. On va en parler, c'est quand même formidable, au moment où les hôpitaux sont dans l'état dans lequel on est, au moment des urgences, au moment de tout cela. 7 milliards d'euros en fumée. Où sont-ils? On va peut-être le savoir. En tout cas, on en parle. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ça vous dit tous quelque chose, c'est le générique de Qui veut gagner des millions. Mais là, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui a gagné des milliards. Où sont ces milliards? Je rappelle en 2 mots, des milliards d'évaporés de la caisse de l'Agence nationale de garantie des salaires, c'est l'association patronale MEDEF, UNEDIC, un régime, je le rappelle, qui est prévu pour venir en aide pour payer les salaires des entreprises en difficulté ou des sociétés en liquidation. C'est une sorte de cagnotte, évidemment, pour pas que les employés se retrouvent sans rien, effectivement, au moment des difficultés. Eh bien, une directrice a levé le lièvre, a sorti les révélations et ça se passe assez mal pour elle. Bonjour Philippe Murer. Bonjour André Berkov. Bonjour Philippe Murer, vous êtes économiste, vous avez écrit récemment et on en a parlé et je recommande vers un capitalisme du désastre. Effectivement, on se demande là le désastre, je ne sais pas si c'est le capitalisme, mais ce sont les caisses dites de retraite, en tout cas les caisses qui garantissent les salaires. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Philippe Murer? Alors ce qui s'est passé, comme vous dites, l'AGS, en fait, c'est un fonds du patronat. Oui. Chaque entreprise, c'est important, chaque entreprise cotise grosso modo 0,15% des salaires dans ce fonds. Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. D'accord. Donc c'est quand même l'argent de toutes les entreprises. D'accord. Et ça fait un budget d'environ 1 milliard d'euros par an. Et en fait, cet argent permet tout simplement, quand les entreprises sont en faillite et qu'il y a des arriérés de salaire, de ne pas laisser les salariés dans le dénuement et de leur avancer ces salaires-là par l'AGS. C'est l'AGS qui paye au moment où plus personne peut payer. C'est ça, d'accord. Donc l'affaire, c'est que la remplaçante, il y a en décembre 2018, l'ancien patron de l'UNEDIC AGS, c'est l'UNEDIC AGS qui gère ça, Thierry Métayer, qui va partir à la retraite à 71 ans. Et donc,
le MEDEF nomme une remplaçante qu'il connaît très bien, qui a été responsable à haut niveau au MEDEF pendant des années, qui est adoubée par le MEDEF, Ouria Awimmer. Donc elle est recrutée avec comme mission engager des audits, trouver des fraudes qui sont criantes à l'AGS, parce que l'AGS perd de l'argent, beaucoup d'argent contre toute logique. Il est évident que beaucoup d'argent est détourné pour tout le monde. D'accord. On savait déjà qu'il y avait des fraudes, des pertes, etc. inexpliquées. Inexpliqué. Le montant exact, on ne savait pas, mais moi, juste en regardant le dossier de loin, enfin, d'un peu plus près, j'ai vu qu'il y avait des... C'était évident parce que l'AGS devait récupérer beaucoup d'argent, je vous l'expliquerai, et qu'elle en récupérait très peu. Elle faisait que dépenser. D'accord. Et la Cour des comptes avait d'ailleurs fait un rapport très négatif fin 2018 sur l'AGS. Donc, Ouria Awimmer arrive, commande un audit au grand cabinet de conseil américain Ernst & Young, qui détecte un système de corruption et de malversation. Ah ouais, carrément. Pour aller plus loin, parce qu'elle n'est pas satisfaite, elle commande immédiatement un autre audit plus approfondi auprès du cabinet Advolis. Et là, les résultats tombent. Et là, il y a quelque chose... Alors, il faut que je rentre juste un peu dans le détail, mais ça sera très simple à comprendre pour tout le monde. Oui, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Lors d'une faillite, il y a un mandataire liquidateur, un homme qui est nommé, désigné pour gérer la vente des actifs. C'est ça, la faillite d'une entreprise rentre en faillite et un mandataire liquidateur est donné pour chaque entreprise qui rentre en faillite, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, à ce moment-là, l'AGS avance au mandataire liquidateur la somme pour payer rapidement les arriérés de salaire aux gens qui sont en train de perdre leur emploi, tout simplement. Les actifs sont vendus et l'argent est rendu, normalement, à tous ceux qui ont prêté aux entreprises. Et comme l'AGS est un créancier super privilégié, il doit récupérer une très grande partie des sommes qu'il a avancées. Vous voyez? D'accord. Bon, le problème, c'est que le cabinet Advolis se rend compte que, dans les faits, l'AGS n'en récupère qu'une petite partie. Et c'est d'ailleurs ça qui étonne tout le monde, MEDEF inclus. D'énormes sommes disparaissent en chemin, les dossiers sont clos sans aucune vérification et sans aucune règle, alors que ça concerne des fortunes. Et il y a des fraudes lourdes, des fautes lourdes, flagrantes, des irrégularités, des malversations des mandataires législateurs. Et c'est là où on retrouve qu'en 5 ans, 7,7 milliards d'euros, par exemple, de pertes inexpliquées ont été classées sans suite, sans aucune vérification. 7,7 milliards. Hein. Ah ouais. Vous voulez dire classé sans suite, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, on ne regarde pas. Alors que c'est pas normal, il y a des choses pas normales, et personne ne regardait. Elle, justement, son but, c'est de regarder. Et alors, il y a encore pire, c'est que parfois, l'argent de l'AGS, il n'arrive même pas au destinataire qui est le salarié. C'est-à-dire que les salariés, il y a 1 milliard d'euros des fonds qui devaient être versés aux salariés pour payer les arriérés de salaire et qui ne l'ont jamais été. Parce que des gens se servent au passage en toute impunité de sommes absolument conséquentes. Et le patronat dit à ce moment-là, quand ils sont interrogés, ils disent on ne sait pas où est passé l'argent. C'est fou. Et alors, dernière chose, c'est qu'en fait, ça va un peu plus loin que de simples fraudes des mandataires financiers. On le comprend vu les montants. C'est que le cabinet Advolis rend un rapport au MEDEF où il parle de mécanismes complexes de restitution qui pourraient, selon les auditeurs, dissimuler des faits de blanchiment. C'est-à-dire que les mandataires détourneraient de l'argent et en restitueraient à certaines personnes, évidemment, une partie. Voilà pourquoi, en fait, probablement, on leur laissait détourner de l'argent, c'est qu'ils en rendaient une partie. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. On leur dira, je te rends ça, mais tu la fermes, quoi, grosso modo, vulgairement. Exactement. D'accord. C'est fou. Donc les victimes, ce sont les salariés d'entreprises en faillite qui perdent leur travail, donc ont d'énormes soucis financiers. Et puisqu'ils perdent leur source de revenus, même leurs arriérés de salaire et autres sommes dues ne sont pas versées en totalité parce qu'il y a une fraude massive. C'est l'affaire Maury Duclos, dont vous vous rappelez peut-être André Berkoff, qui a fait beaucoup de bruit, notamment à ce sujet. Et puis, ce qui est scandaleux, c'est que toutes les entreprises qui payent quand même des cotisations qui sont importantes, on parle de 0,15% des salaires en moyenne. C'est pas rien, si on prend tous les salaires, si on prend tout, c'est énorme, c'est une somme énorme, Et puis même pour un petit patron, c'est une petite entreprise, c'est embêtant. En fait, elle n'aurait même pas cotisé certaines années si l'argent ne disparaissait pas dans le triangle des Bermudes. L'argent de 2010 peut servir en 2011, puis de nouveau en 2012, puis en 2013. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent, d'abonder de l'argent chaque année. Voilà. Et donc on se retrouve avec un système assez incroyable. Donc tout le monde découvre le pot de rose, vraiment dans les détails. Et là, il y a des plaintes qui sont menées. Donc on rappelle que la Cour des comptes avait dit qu'il y avait un problème, le cabinet de conseil Ernst & Young dit qu'il y a un problème, le cabinet Advolis qui est saisi aussi. Même chose, On a le MEDEF et la CPM
le MEDEF donc, et la CPME qui gèrent les AGS. Oui. C'est pas du tout l'État, c'est eux qui gèrent les AGS, qui portent plainte. Ils parlent d'abus de confiance et de corruption, active ou passive. Porte plainte contre X, L'UNEDIC j'imagine. AGS est aussi d'accord. Porte plainte contre Exactement. X, c'est ça, oui. Exactement. Pour avoir la plainte la plus large possible. Bien sûr. Et l'UNEDIC est d'accord, porte plainte. D'accord. Voilà. L'ancien patron des AGS, donc Thierry Métayer, qui devait passer les dossiers, est licencié pour faute lourde. Et au début, devant l'évidence de la corruption massive, tout le monde est d'accord. Mais on va voir que tout commence à dérailler très rapidement. Pardon, quand il y a eu cette... Donc, à peine arrivé... Oui. Pardon, oui, Philippe. Il porte plainte quand, en fait, cette porte-plainte du MEDEF, de l'UNEDIC, etc., c'était quand? C'était quelques mois après l'arrivée au pouvoir de cette... de Horia à Wimer. Et donc, c'est 4 mois, c'est en 2019. D'accord. Donc, il porte plainte, donc enquête est menée, et nous sommes en 2023. Juge d'instruction. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, et en fait, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tout commence à dérailler pour la présidente des AGS, Horia Aouimer, qui laisse les lièvres. En fait, elle commence à avoir des attaques personnelles qui vont débuter. Elle a des courriers anonymes graveleux qui sont envoyés, et qui la visent, qui sont envoyés à toute sa hiérarchie. La porte de son domicile est plusieurs fois dégradée. La serrure est bouchée par de la colle, donc elle ne peut pas rentrer chez elle. Sa boîte aux lettres est lacérée. Elle repère un homme qui la suit, des gens qui l'attendent devant son lieu de travail. En fait, elle a tellement de menaces qu'elle est obligée de déménager. Ouais. Donc là, on a un premier élément très lourd. Et même les caméras de surveillance de l'AGS filment l'intrusion au petit matin d'un homme dans les bureaux au siège de la directrice. À tel point, et c'est pas un homme de ménage, donc tout le monde se pose des questions, vérifie si les micros n'ont pas été cachés. Vous voyez, on est vraiment dans un film d'espionnage. Et devant la réalité des menaces, en fait, le MEDEF et la CPME lui payent 2 gardes du corps pendant presque une année, parce que justement, les menaces, etc. C'est assez stressant pour une femme. Bien sûr. Même pour un homme. Bon, alors cette dame, elle a rétabli les comptes des AGF. Oui. Elle a baissé les frais de fonctionnement de 40%. Donc, franchement, elle a fait un super boulot. Ouais. Elle fait un très bon boulot avec des frais tout à fait abaissés. Et la trésorerie des AGS s'est redressée, les comptes sont redressés. Il y avait 400 millions de trésorerie quand elle est arrivée. Il y avait 1 milliard à la fin. Donc, elle bénéficie du soutien de tous. Le nettoyage des retraites progresse. Un juge d'instruction a été nommé et des actes sont passés avec lui, des actes d'accusation. D'accord. Mais d'un coup, le vent tourne. D'un coup, on a le vent qui tourne parce que Horia Aouimer est d'un coup visé de tout en haut par l'UNEDIC. Ah ouais. En fait, qui lance un audit sur ses dépenses trop lourdes, alors même qu'elle vient de baisser les frais de fonctionnement de 40%. Ah oui, d'accord. L'UNEDIC l'attaque, quoi, carrément. Voilà. En lui disant, vous dépensez trop d'argent, alors qu'elle vient de baisser les frais de fonctionnement de son agence de 200 personnes de 40%. Donc vraiment, on se moque du monde. Et en fait, toutes ces équipes sont harcelées. Toutes les équipes qui travaillent avec elle sont harcelées au travail et tombent malades. Son DRH est licencié, et sauf s'il témoigne à charge contre la présidente. Ce qu'il ne fait pas, car pour lui, tout prouve le contraire. Son assistante est licenciée, le cabinet qui avait découvert les fraudes est débarqué, et donc cette personne, Horia Aouimer, qui est la directrice, est menacée de licenciement. Là, on voit tout de suite que beaucoup de choses ne vont pas du tout, parce que ce sont des fausses accusations. Et à ce moment-là, la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises qui gère normalement les AGS avec le MEDEF, est tellement mal à l'aise qu'elle dit « Nous, on arrête, on se retire des AGS », et elle dit que le MEDEF a une gestion extrêmement opaque du dossier. Voilà. Et qu'elle, elle ne peut pas continuer avec ça. Donc ces GPME se dissocient du MEDEF par rapport à l'AGS. Se solidarisent juste à ce moment-là parce qu'ils sont extrêmement mal à l'aise. D'accord. Le MEDEF fait tout seul alors c'est un organisme où ils gèrent à 2 et ils voient bien que tout cela est complètement anormal. Et à ce moment-là, le MEDEF en fait laisse complètement tomber celle qui doit faire le ménage dans les écuries d'AGS. Elle a été nommée pour ça. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux dit, dans les journaux, on trouve qu'il dit, elle a pété les plombs. Mais sans expliquer pourquoi elle a pété les plombs, où elle a pété les plombs, on la décrédibilise.
D'accord. Pour vous dire, Carole Ferrier, qui est l'ex-présidente, vice-présidente de l'AGS, hein, donc MEDEF, c'est PME, dit Ouria Wimmer, c'est la vertu même qu'on fidèle au monde. On l'a envoyée au charbon pour faire le ménage. Et Elle l'a fait, et voilà. La femme à abattre, exactement. La femme à abattre parce qu'elle fait le ménage. Et aujourd'hui, on en est où de tout cela? Eh bien, aujourd'hui, elle a demandé le statut de lanceuse d'alerte. Et donc, elle a été licenciée. Elle a demandé le statut de lanceuse d'alerte. Elle a été licenciée, oui, par le MEDEF. Par l'AGS qui dépend du MEDEF entièrement. C'est ça, d'accord. Voilà. Avec l'appui de l'UNEDIC, c'est ça qui est bizarre, parce que l'UNEDIC, c'est le MEDEF et donc le patronat, mais aussi tous les syndicats de salariés qui ne l'ont pas défendu. Donc là, ça commence à devenir quand même assez oiseux. Elle a envoyé des lettres à Bercy, à très haut niveau, pour signaler les fraudes, 7 milliards d'euros, puis demander de l'aide. Bercy la laisse couler. L'UNEDIC qu'elle sert la coule, le MEDEF la coule. Donc en fait, elle et toutes les équipes qui travaillent avec elle, donc en fait, on est en train d'essayer de la flinguer. Ouais. Alors que Anticor, qui est partie prenante au procès, lui, il parle ils évaluent la somme à 15 milliards d'euros, donc encore plus que ce qui est dit dans les journaux, d'argent détourné. Et Jérôme Carsanti, qui est l'avocat, qui dit « Nous sommes face à une affaire de corruption systémique ». Oui, Anticor, nous l'avions reçu effectivement ici dans l'émission, et on voit bien, vous savez qu'Anticor aussi s'est vu refuser un certain nombre de privilèges qui relèvent d'une association. Mais alors, pour vous, Philippe Murer, c'est quoi? C'est concerté, enfin, parce que c'est l'UNEDIC qui a déclenché, vous nous dites, les hostilités, et alors ces 7 milliards d'euros, alors les indices 15 milliards, mais disons 7 milliards d'euros, aujourd'hui, on ne sait absolument pas le détail, ce qui s'est vraiment passé, comment, qui, que quoi, c'est-à-dire l'enquête n'est pas encore dans le domaine public. Non, et surtout, d'après Ouria Wimmer, en fait, grosso modo, les actes vers le juge d'instruction sont arrêtés. Donc l'enquête est un peu arrêtée d'après elle. Après, il faudrait que l'UNEDIC réagisse. L'UNEDIC n'a réagi à rien. La question, en fait, tout ça, ça nous rappelle l'affaire des caisses noires de l'UMM, vous vous rappelez, donc de la branche industrie du patronat. L'UMM, oui. L'Union Métallurgie, c'est bien ça. Exactement. Ouais, c'est ça. En 20 fois plus gros. Cette affaire avait fait une déflagration médiatique à l'époque, alors que c'était 20 fois plus petit. C'est une grande affaire de corruption du patronat français. Ça avait fait aussi, là c'était une cagnotte complètement illégale pour casser les grèves en fait, pour permettre aux entreprises de continuer. Et là, vous dites que c'est beaucoup plus gros, oui, 7 milliards d'euros, mais c'est énorme, enfin, c'est de la folie, quoi. C'est 20 fois plus gros. Alors, dans l'affaire de l'UMM, ce qu'on sait, c'est que ça participait donc au financement de diverses organisations de notre vie sociale, selon le patron Denis Gauthier-Sauvagnac. Et il y avait un ancien dirigeant de l'UMM qui a détaillé devant le juge les financements des syndicats et des partis politiques. D'accord. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne à ce qui se passe là, Philippe Murer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'affaire, donc vous dites l'enquête, enfin, elle fait pour le moment, elle est peut-être pas stoppée, mais en tout cas, elle est arrêtée. En fait, Ouria Wimmer a été licenciée, c'est bien ça? Oui. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'aujourd'hui, donc, on pose des questions, les journaux posent des questions, vous posez des questions, nous aussi. Est-ce qu'à votre avis, qui peut faire qu'on relance l'enquête et qu'on connaisse enfin le pot aux roses, et quel pot et quelle rose? Là, il faut que les médias prennent le relais, mais pour le moment, faut que les médias fassent éclater l'affaire, puisqu'il y a sur très peu de médias on entend parler, comme ça avait été le cas avec l'UMM. Parce que en fait, il y a quand même une mafia derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques mafieuses. On a la corruption aux yeux de tous, la victime menacée, le silence de tous. L'UNEDIC ne parle pas, le MEDEF ne parle pas. Et évidemment que derrière, c'est ceux qui empêchent de parler, qui sont les plus suspects. Ils doivent avoir des liens avec les gens, avec les gens qui touchent de l'argent. Avec les détourneurs, Les détourneurs d'argent, puisque c'est pour ça qu'ils empêchent de faire parler la victime. Et en fait, celle qui dénonçait. Et puis, ça remonte même à Bercy, puisque l'État, elle a été saisie de cette affaire gigantesque de fraude, et pour le moment, a tout laissé tomber. Donc on a l'impression qu'il y a une immense mafia. Oui, mais dites-moi juste, Philippe Murer, la Cour des comptes ne peut pas aller plus loin, elle qui est en principe, elle est indépendante, est-ce qu'elle ne peut pas, elle, mener l'enquête? Alors contribuer à mener l'enquête? C'est des enquêtes assez compliquées, et elle avait découvert des choses, mais pas tant de choses que ça, quoi. Alors certes, elle pourrait mener l'enquête, mais
Donc vous savez, si la justice a décidé de ne pas fonctionner, si les institutions publiques paritaires, le patronat a envie d'étouffer l'affaire sera étouffée. En fait, il ne tient que des médias et de tous les citoyens de relancer cette affaire en demandant des comptes à l'État, et surtout au patronat et à l'UNEDIC, à tous ces gens-là qui gèrent de l'argent qui est quasiment de l'argent public d'une certaine manière, de l'argent qui vient de la poste de tous et qui en font, en fait, qui s'en foutent et qui se moquent un peu quand 7 milliards d'euros disparaissent. Quoi. Eh bien, 7 milliards d'euros, c'est énorme. On va continuer à en parler. Merci Philippe Murer pour vos éclaircissements. Je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? De quoi la marche contre l'antisémitisme, Israël-Palestine, Gaza, le 7 octobre, de quoi tout cela sont-ils le nom? On en parle avec Malika Sorel-Sutter. Écoutez. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et c'est vrai, 12 France, bercée de tendre insouciance. Et vous savez que qui va contester que nous baignons dans la plus tendre des insouciances aujourd'hui, non? Oui, écoutez, il vaut mieux rire de peur d'être obligé d'en sangloter. Malika Sorel-Sutter, alors, dimanche, c'était la marche contre l'antisémitisme. On a vu les réactions, les différentes réactions, et puis hier, aujourd'hui et malheureusement encore demain, c'est ce qui se passe entre Israël, Gaza, la Palestine, les arabes, etc. Et puis, on a vu un peu partout, surtout les médias, les gens s'exprimer, que ce soit d'un côté la mosquée de Paris, d'un autre côté le grand rabbin, et puis tous les autres, etc. Dans ce gloubi-boulga de paroles, où le pathos l'emporte de très loin sur le logos, enfin l'émotion, etc. Malika Sorel-Sutter, vous avez écrit, d'ailleurs, on vous avez reçu pour ça un très beau livre que je recommande, Les dindons de la farce, parce que vous le racontez tout cela dans ce livre paru chez Albin Michel, Les dindons de la farce. Au fond, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec cette espèce de tension qui monte, cette espèce de vraiment je ne dirais pas d'hystérie, mais enfin de vraiment d'intensité, quelquefois presque obscène. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qui se passe? Alors, la tension dont vous parlez, c'est celle à l'intérieur de la société française ou celle chez les politiques qui sont affolés de perdre leurs privilèges? Je crois les deux, en général. D'accord, très bien. Les tensions au sein de la société française, j'avais écrit dès 2007 dans un de mes livres que n'importe quel enfant issu de l'immigration se sentirait plus proche pour des raisons culturelles d'un musulman qui se trouve à l'autre bout de la planète que du français non musulman qui habite sur le même palier. Pourquoi? Et parce que il y a une histoire partagée. Il y a le fait que, dans un rapport que je cite dans mon dernier livre de l'Union européenne, des ministres de l'immigration, qui date de 1991, ils expliquaient bien que pour la plupart des migrants, donc les migrants qui venaient de sociétés musulmanes, culture et religion se confondent. Il y a une dimension affective et morale qui est extrêmement importante, que les dirigeants occidentaux ont sans cesse minimisé quand ils ne l'ont pas ignoré. Et j'avais dit qu'en l'absence d'intégration culturelle, ces enfants continueraient à avoir le cœur qui bat avec ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Et c'est également pourquoi j'avais convaincu Simone Veil, elle m'a suivi, de refuser d'intégrer le terme de diversité, le concept en fait de communautarisation de la France, dans le préambule de la Constitution française. Parce que ça voulait dire qu'on officialisait l'existence de communautés, et je disais que si c'était le cas, nous irions encore plus vite vers la libanisation de la France et vers le fait que chaque communauté se dresserait contre l'autre. C'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui. Et les enfants, une partie des enfants d'immigration, et l'IFOP le montre, ne se sont pas intégrés culturellement, puisque quand vous voyez que 74% des enfants qui ont moins de 25 ans placent les lois de l'islam au-dessus des lois de la République, il n'était que 25% pour les plus de 35 ans. Ça montre là que le pouvoir politique, l'État, a totalement échoué dans l'intégration, et même, plus grave, les actions politiques qui ont été menées ont permis à l'intégration culturelle de régresser, puisque nous voyons que les générations précédentes s'intégraient culturellement davantage. Et s'intégrer culturellement, ça veut dire également que vous avez le cœur et l'esprit
qui se sentent plus proches de ce qui concerne la terre d'accueil, et donc vous serez moins prompt à importer sur la terre d'accueil les problèmes qui concernent vos terres d'origine, parce que bien entendu, je l'ai toujours dit, le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit israélo-palestinien, sinon ça serait réglé depuis très longtemps. C'est un conflit israélo-arabe, avec sous-jacent la dimension religieuse, et aujourd'hui vient se greffer contre toute attente, les chiites, donc l'Iran, qui étaient les ennemis de l'Arabie Saoudite jusque très peu. Les sunnites, il y avait là les sunnites et les chiites. Le divorce chiite-sunnite. Depuis le décès de Mahomet, il y a ce divorce, et il est enterré promptement pour les circonstances, parce qu'il s'agit là de s'unir entre tous les musulmans. Et vous savez, lorsque le journaliste Ben Yamed arrive en 1962, au moment de l'indépendance d'Algérie, Béchir Ben Yamed, l'ancien patron de Jeune Afrique. Et fondateur de Jeune Afrique, absolument. Oui. Lorsqu'il atterrit à Alger, en juillet 1962, ça va rappeler des dates à beaucoup, il dit « On ne me connaissait pas et on m'a sorti de l'avion avec grand enthousiasme, on m'a accueilli comme un frère, j'étais en terre d'islam. » Et il parle de terre d'islam. Et cette dimension culturelle, donc religieuse, parce que ça se confond, a été négligé. Mais pire que ça, les politiques se sont tous transformés en théologiens et ils veulent nous expliquer les choses. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Et sur la marche, je vais dire un mot tout de même, André, c'est que j'en avais parlé pour la marche de Charlie, c'est que le commun des mortels défile. Parce qu'il ne sait pas comment manifester. D'abord, il faut la solidarité avec les compatriotes juifs qui sont attaqués aujourd'hui. Mais que les élites politiques de premier plan, qui devraient se réunir dans des bureaux et prendre des actions fortes pour analyser ce qui se passe. Vous avez la présidente de l'Assemblée qui vous dit « je ne sais pas ». Mais si elle ne sait pas, elle dégage les incompétents. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Donc les incompétents n'ont rien à faire au sommet de l'État. Je ne plaisante pas en disant ça. Il n'y aura aucun souci à ce qu'on la remplace. Mais il n'y a pas qu'elle, parce que l'incompétence, je l'ai beaucoup croisée également. Mais ils devraient pas être en tête de la marche comme ça. Non, ils doivent prendre des décisions, ils doivent agir. On n'attend pas d'eux qui marchent ou qui déposent des bougies, des fleurs ou qui lancent des ballons colorés comme l'avait fait Emmanuel Macron il y a quelques années pour Charlie Hebdo. Et même, ils font pire, André. Parce qu'en ce moment, ils font passer un projet de loi immigration où ils vont ouvrir les vannes de l'immigration avec tous les problèmes que nous connaissons déjà. Vous voulez dire qu'en même temps, donc vous dites, vous, les politiques, parce que justement, vous avez abordé cela, les politiques, au fond, ne font pas leur boulot. Ils ne font pas le boulot, ce pourquoi on les paye et on les a élus. Absolument. Ils sont payés avec l'argent des Français. Pourquoi ils ne font pas leur boulot? Et ils ne font pas. Ils ne sont pas plus stupides que d'autres. Ah non, ils sont absolument pas stupides. Ça, c'est clair et net. C'est que depuis très longtemps, ils privilégient, pour moi, ce que j'ai observé, leurs intérêts à court terme, leurs intérêts privés particuliers, et aucun n'a intérêt finalement à dire la vérité. Et donc on continue comme ça à faire comme si de rien n'était, on fait semblant, on élude les sujets graves, on ne parle pas du réel et même on le travestit. Et donc tout cela, c'est pour se maintenir entre eux. Et puis il y a une dimension également importante, André, et là aussi je l'avais écrit, c'est rendez-vous compte que les politiques aujourd'hui qui diraient regardez, ce sont nos décisions qui vous ont mis dans la bérésina. Lorsque vous voyez les chiffres, à tout niveau, le président de la République a fait le lien entre l'immigration et l'insécurité. Les chiffres de l'explosion de la dette. Aujourd'hui, Gabriel Attal parle de l'effondrement du niveau scolaire. Les enquêtes PISA avaient mis en évidence déjà, et je le cite aussi, le lien entre une partie des enfants de l'immigration et la chute dans le résultat scolaire. Et donc, imaginez, ils viennent et ils vous disent « Ah ben c'est nous qui avons fait tout ça ». Personne ne va le faire. Donc aujourd'hui, l'urgence, et je vous remercie de me donner la parole, André, est de démasquer tous ceux, non seulement qui n'agissent pas, mais encaissent le pognon à la fin, un pognon de dingue à la fin du mois, mais en même temps agissent à rebours des intérêts du peuple français. Oui, mais ça veut dire que vous voulez licencier la quasi-totalité du personnel, Malika. Je ne sais pas si c'est la quasi-totalité. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a également des gens qui sont très compétents, mais qui se font écarter par ceux qui sont contents d'être là pour partager le fromage. Donc,
Non, pas nécessairement. C'est là qu'on verra ceux qui véritablement sont attachés à la France. Oui, exactement. Oui, puisque vous parliez de Charles Trenet, il disait aussi, pour la France, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur, oui. C'est important de savoir. Vous savez, Churchill disait, la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est que le politicien ne pense qu'à sa réélection, l'homme d'État pense aux futures générations. Absolument. Il n'a pas vraiment tort, et on le sait. Juste un mot, on va continuer à en parler après peut-être cette petite pause, et on se retrouve avec Malika Sorel pour encore un peu essayer de voir comment on peut en tout cas changer, en tout cas essayer de modifier les choses ou arrêter la dégradation et la dégringolade. Malika Sorel aussi, je rappelle son livre « Les dindons de la farce », il faut le lire chez Albin Michel, qui résume bien, qui a été écrit avant évidemment le 7 octobre et avant ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, mais qui résume bien ce qui se passe. Et je reviens à la France. Malika Sorel, si vous étiez en responsabilité, vous l'avez été au Conseil d'intégration, mais là ou ailleurs, on voit très bien les tensions, on voit très bien ce qui se passe, on voit très bien je dirais pas le baril de poudre, mais la marmite qui bout quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne dis pas pour régler le problème, ça nous prendrait des heures et peut-être des années et des mois, mais comment on peut ralentir, on peut ralentir, disons, cette espèce de dégringolade à laquelle on assiste? Alors, il y a énormément de choses qu'il convient de faire. Énormément. Mais par exemple, le plus urgent ou le plus prioritaire, oui. Il y a plusieurs domaines qu'il faut absolument prendre de front. Et il y a deux axes. Des axes qui consistent à ralentir la chute de la France, parce que c'est de cela dont il s'agit. Lorsqu'on parle de l'école, c'est l'économie de la France de demain. Donc ce n'est pas de la plaisanterie. Et puis, il y a les mesures qui consistent à redresser la situation. Il faut absolument suspendre les flux migratoires. C'est au cas par cas. Donc lorsque j'entends d'abord le Parlement déjà au Sénat, ils viennent de faire finalement ils ont accédé parce que bon c'est une journée des dupes. Ils disent qu'ils ont resserré quand même. Non, c'est une journée des dupes. Excusez-moi André, parce qu'ils ont dit qu'ils ont supprimé l'article 3 qui faisait qu'il y avait des régularisations massives. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient, ils bottent en touche, ils intègrent tout cela dans la circulaire Valls, c'est-à-dire on va régulariser et ce sont les préfets qui vont devoir décider. Moi, j'ai eu des préfets au téléphone, ils me disent nous, on n'a pas les moyens, c'est pas nous qui allons décider, donc ça sera open bar. Donc, je le répète, c'est une journée des dupes. Premièrement, il faut suspendre les flux migratoires. Qu'on arrête de dire que c'est le Parlement qui va décider de quotas, quand vous leur parlez, 200 000 par an. La France n'a plus un rond, excusez-moi André, la France n'a plus d'argent, déjà. Suspendre l'immigration aussi, parce que nous voyons que l'État a échoué à intégrer culturellement. Pour un certain nombre de raisons. D'abord, il a pris des mauvaises décisions, tout ce qui était discrimination positive, alors qu'en fait, il fallait arrêter de fracturer le corps social, et il fallait dire non, c'est la méritocratie, vous vous conformez aux idéaux français, et puis vous étudiez, et puis tout le monde est pareil. Vous êtes pareil que les autres Français. On a introduit cette discrimination entre les gens qui, au passage, a injecté le poison de la haine dans le cœur des enfants de l'immigration. Parce qu'on passe notre temps à leur répéter « la France vous déteste, la France ne vous donne rien ». Et le summum, c'était « la France est coupable de crimes contre l'humanité », dit par Emmanuel Macron à Alger. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe absolue. Il y a ça, l'immigration. Il y a le fait d'arrêter de donner la carte d'identité française à des gens qui ne sont pas français. C'était prévu par le Code civil, la nationalité, l'octroi de la nationalité française est subordonné à la réussite de l'assimilation. Aujourd'hui, une part de l'impunité vient de là. Ils ont les papiers, ils ne risquent plus rien. Et c'est pour ça aussi que l'État a perdu de son autorité. Il n'arrive plus. Regardez ce qui s'est passé en juillet avec les émeutes. À tout moment, la situation pouvait échapper à tout contrôle et les policiers le disaient eux-mêmes. Donc il y a cette difficulté. Il y a le problème de ce qu'avait Alain Bentolila mis sur la table dans un rapport qu'il avait donné à Xavier Darcos et ça a été jeté à la poubelle. Bentolila, comme quoi, oui. Alain Bentolila, le grand linguiste, il avait dit « Nous sommes confrontés ». C'est un rapport sur l'école maternelle. L'école maternelle. Oui. Donc très jeune, avant 5-6 ans. Nous sommes confrontés à un problème de compatibilité entre la culture qui est transmise à l'intérieur des familles et la culture de l'école. Et il dit, il faut qu'on discute de ça. Ils n'ont discuté de rien du tout. Et vous avez encore plein de gens qui vous disent « Oh, mais tous les problèmes, c'est simplement l'entrisme des frères musulmans. » Excusez-moi, il faut arrêter. Quand le futur académicien Roland parle de problèmes de 1971, j'engage les auditeurs à aller chercher les émeutes
à Tunis et le réveil de l'islam en 1971, c'était bien avant les frères musulmans. Donc on arrête de nous dire que tout ça... Dans les frères musulmans, c'est 1928. Oui, 28. et là, c'est 1911, Tunis, les émeutes de Tunis et le réveil de l'islam. Donc quand on vous dit, ah mais c'est juste les frères musulmans, donc on minimise, c'est beaucoup plus grave que cela. Donc fracture culturelle, fracture identitaire, donc, etc. L'éducation nationale a un rôle à jouer, c'est-à-dire... l'école, c'est comme ça, et on ne discute pas. Et on tient avec le corps enseignant, on les accompagne, et non pas on les met de côté et on les laisse en danger pour qu'ils se fassent égorger comme Samuel Paty ou assassiner comme Dominique Bernard. Donc il y a cela. Je reviens sur le code de la nationalité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a 2 volets dedans. Il y a le droit du sol qui est caduc depuis très longtemps, tout le monde le sait. On ne naît pas français, mais on peut le devenir. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous le voyez, beaucoup de ceux qui aujourd'hui attaquent en France, on vous dit ils sont français. Non, ils ont la carte d'identité française. Beaucoup de ceux pardon Malika, beaucoup de ceux qui défendent la France aussi n'étaient pas français de souche. Oui, et mais bien sûr. La France. Mais bien entendu. C'est votre cas, c'est le cas d'un certain nombre de personnes. Oui, alors moi je suis née en France. J'ai grandi les premières années en France, mais je vous l'accorde, et c'est pour ça, et ceux qui sont venus aussi en France se battre n'étaient pas tous français, et donc on ne naît pas français, mais on peut le devenir. Donc il faut que le pouvoir politique et la haute administration arrête de violer le code civil. Et lorsque j'étais aux affaires, avec le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, nous avions rédigé la charte des droits et des devoirs du citoyen français. L'objectif était le suivant: dès que le texte a été rédigé avec Claude Goasguen, auquel je veux rendre hommage ici, le préfet, Claude Guéant l'a envoyé au préfet et leur a dit: maintenant vous allez suivre ça et l'utiliser pour la délivrance de la nationalité française. En quelques mois, André, nous avions divisé par 2 le nombre de nationalités françaises données. Donc vous voyez que l'on peut agir. Autre chose, il faut que les politiques cessent de dire c'est à cause de Bruxelles qu'on ne peut rien faire. L'Allemagne arrive à expulser 60% des personnes qui sont clandestines. La France, seulement 12%. La moyenne européenne, c'est 42%. Donc, ce n'est pas les droits de l'homme de la CEDH qui est coupable. Qu'on arrête également de dire qu'il n'y a rien dans la Constitution française qui nous permettrait d'agir, parce que vous savez que les lois européennes sont au-dessus des lois françaises, mais la Constitution, non. La Constitution reste au-dessus des traités. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en Allemagne, la Cour de Karlsruhe le rappelle, lorsqu'elle le veut, elle le rappelle. Sauf que l'Allemagne est accueillie par millions. Oui, l'Allemagne, et d'ailleurs, ils sont aussi dans la Bérésina. Lorsque certains amis me disaient oui, l'Allemagne, ça marche, je disais non, c'est pas vrai, parce qu'on connaît aussi ce qui se passe en Allemagne. Voilà, maintenant, ça explose. Mais Angela Merkel l'avait dit, elle avait dit le multiculturalisme est une erreur, est un échec. Alors, je crois que nous avons un auditeur. Oui, on a Raphaël qui nous appelle depuis Cachan. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour André, bonjour Madame Sorel. Bonjour. Donc je souhaitais effectivement abonder vos propos, puisque j'ai pu prendre connaissance de votre ouvrage Décomposition française il y a quelques temps. Et ce que vous décrivez aujourd'hui, c'est ni plus ni moins ce que vous indiquiez à l'époque, c'est-à-dire qu'effectivement l'absence d'indication culturelle favorisée malheureusement par nos politiques de droite et de gauche, vous l'aviez indiqué à de nombreuses reprises dans cet ouvrage, sont complices. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est malheureusement la perte de valeur, de courage politique pour endiguer ce phénomène qui va mener malheureusement à cette décomposition. Oui, merci. Merci. Malika, merci Raphaël. Juste un mot, Malika, pour terminer. Il est plus tard qu'on ne pense. Il est très tard. Il est très tard, ce n'est pas la peine de se voiler la face, il faut que les Français en prennent conscience. Lorsqu'ils entendent des politiques qui édulcorent, il faut qu'ils coupent le micro, parce que il est très tard, et véritablement c'est quelque chose qui doit aujourd'hui préoccuper les Français, parce que l'histoire va les juger aussi. On ne peut pas dire simplement les politiques. Nous étions là, ces politiques ont été élus, réélus. Oui. On a les politiques qu'on mérite, on dit quelque ça part. Souvent, ouais. Et donc, il faut absolument... il faut pas se décourager. Le général de Gaulle dit, il n'y a pas de fatalité sauf pour les lâches. Donc, ne jamais perdre espoir. L'histoire n'est jamais écrite d'avance, mais ne pas se leurrer aussi. Nous allons traverser, ça a déjà commencé, des heures sombres de l'histoire de nouveau, parce que les gens ont voulu s'endormir, n'ont pas voulu écouter. Les politiques, quelque part, sont dans une
je vais dire le mot, pour moi, véritablement, il y a une forme de trahison. Véritablement, c'est très grave ce qui nous arrive. Oui, ça devait être, figurez-vous, puisque notre auditeur a parlé de décomposition française. Au début, le sous-titre, c'était La Grande Trahison. Et un ami, Georges Bensoussan, m'a déconseillé, m'a dit non, oulala, tu vas effrayer tout le monde, ne mets pas ça. Et nous y sommes, et c'est pour cela que depuis le début de tous mes écrits, je cite quelqu'un qu'il faut que les Français redécouvrent et qui s'inspire de lui, le grand résistant Marc Bloch. Donc il ne faut pas se décourager, nous allons triompher, mais c'est évident que nous passerons par une page sombre des temps difficiles. Merci Malika Sorel, voilà, toujours l'espoir au-delà du désespoir, toujours. On va se retrouver dans... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, on va en parler. Je suis aussi avec Alexandre Delval et on va prendre le temps d'en parler pour la réédition du livre qu'il a écrit, remarquable livre avec Jacques Sopelsa, Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, une nouvelle réédition revue et augmentée. Et c'est vraiment la géopolitique dans le monde avec tout ce qui se passe et évidemment y compris le Proche-Orient. On va longuement en parler avec Alexandre Delval, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Mais auparavant, on va parler peut-être de ce qui se passe effectivement dans les réactions au Proche-Orient. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oh oui, c'était magnifique, hein, c'était du temps où la France insouciante écoutait Julio et chantait des chansons d'amour. Alors, Zineb El Razoui a fait une série de tweets. Il y avait longtemps qu'elle avait laissé son compte Twitter en jachère. Elle a réagi, là, hier, avant-hier. Et je rappelle que Zineb El Razoui a été très longtemps journaliste à Charlie Hebdo. Et elle avait réagi très fortement, comme tout le monde, quand, je rappelle, une dizaine de collaborateurs de Charlie Hebdo avaient été massacrés par les frères Kouachi, hein, c'était en début 2015, et dont, enfin, on va pas les citer tous, de Charba Wolinski, en passant par tous les autres, et donc voilà, elle s'est effacée, et là, elle réagit très fortement par rapport à ce qui se passe effectivement à Gaza et en Israël, et dit voilà, depuis 36 jours, plus de 11 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, plus que dans la guerre en Ukraine en un an, 4 000 enfants palestiniens massacrés, les femmes des vieillards, de façon inédite dans l'histoire des nations civilisées, les hôpitaux ont été massivement bombardés. Juste un commentaire, on sait très très bien aussi, et ça n'excuse rien des bombardements, mais enfin ça explique que quand même, qu'on le sait aujourd'hui, que Hamas, toutes les formations militaires de Hamas sont en dessous des hôpitaux, en dessous des écoles. Encore une fois, ça ne justifie rien, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, effectivement, donc, Tsahal, génocidaire, dit Zineb El Razoui, couper l'électricité aux hôpitaux, laissant mourir les prématurés dans les couveuses, 40 journalistes tués sous les bombes, les journalistes français, on n'a pas accès dans la bande de Gaza, un poids deux mesures, voilà, déshumanisation des Palestiniens, les terroristes que l'on doit tuer jusque dans les couveuses, et elle a fait une dizaine de tweets comme ça, effectivement, où est passée notre humanité et tout, effectivement, des raisons de juin, cette barbarie israélienne et tout, stop Gaza, génocide. Alors, effectivement, et on comprend très bien que, et moi je partage en partie, je dis bien en partie la chose, mais on s'émeut des bombardements, mais je trouve que Zineb El Razoui nous avait habitués plutôt à ne pas entrer dans les deux poids deux mesures et à chercher l'équilibre. Là, elle trouve que l'équilibre est rompu. Et elle dit effectivement c'est pas possible ce qui se passe de massacre, mais elle ne disait pas la même chose en 2019 à propos des meutes de Mantes-la-Jolie. Écoutez ce qu'elle disait il y a 4 ans, en 2019.
Par exemple, sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... Comme ça. Alors, quand il y a un guet-apens de barbares qui tire, qui arrive et qui encercle des policiers, eh ben, pourquoi ne pas tirer à balles réelles? C'est bien quand même ce que dit Zineb El-Razoui. Elle dit, elle fait écho de ce qu'ont dit un certain nombre de gens. Et quand il y a effectivement ce qui s'est passé le 7 octobre, on va pas rappeler en détail, eh ben là... qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? C'est très difficile. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'en tout état de cause, quel que soit le parti pris, quelle que soit l'indignation, quel que soit il faut savoir garder l'équilibre. Si on ne garde pas l'équilibre, si on prend parti pour un côté et vraiment on détruit l'autre en le traitant de génocidaire, comme effectivement ceux qui ont parlé des Palestiniens, y compris en Israël, en les traitant d'animaux humains, tout ça n'est pas possible. Je veux dire, ces espèces d'excommunication, c'est devenu, je dirais franchement, obscène. Et surtout quand on a été à Charlie Hebdo, Zineb El-Razoui, que je connais et que j'estime, je ne comprends pas vraiment qu'elle ne fasse pas l'équilibre, pas pour s'en tirer par un jugement de Salomon, mais simplement pour garder la tête froide, surtout Zineb El-Razoui, quand on n'est pas sur le champ de bataille, et ni elle, ni moi, ni vous, auditeurs du Sud Radio, résidents de Sud Radio, ne sont sur le champ de bataille, alors il faut avoir raison gardée. Sud Radio Berkov dans tous ses états. D'ailleurs, l'immortel Elvis Presley, effectivement. Alors vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à faire avec Retour à l'expéditeur ici? Eh bien simplement, écoutez, il y a un témoignage formidable, qui date de 2021. Et quelqu'un avait donné une interview aux médias Thinkerview, je rappelle, en 2021. Et ce quelqu'un s'appelle Bernard Squarcini. Bernard Squarcini était à l'époque à la tête de la Direction centrale de renseignement intérieur, la DCRI. Il a été jusqu'en 2012, donc c'est 10 ans après. Et il parle de quoi? Il parle effectivement, écoutez, de quelque chose qui s'est passé il y a exactement 8 ans, le 13 novembre 2015. Écoutez ce qu'il nous dit, parce que ça dit bien de façon extrêmement précise, l'aveuglement des uns, la négligence des autres et le fait on ne s'occupe pas de l'essentiel, on s'occupe, hélas, de l'accessoire. Et puis quand le réel enfonce la porte, eh ben il est trop tard. Écoutez, Bernard Squarcini, 2021. Vous savez, en Syrie, on a été leader. Quand Ali Mamlouk me fait appeler en disant « J'ai la liste des djihadistes français qui sont sur le territoire syrien, viens la chercher ». Je dis « Non, mais moi, je suis plus aux manettes, voilà, et tout ». Donc j'appelle Patrick Calvar, qui est mon successeur, qui me rappellera, il me dit « Oui, c'est intéressant et tout, parce qu'on peut gagner ». Cazeneuve dit « Ok », ministre de l'Intérieur, et Valls dit « Non, on ne parle pas à des bandits comme les Syriens ». C'est une erreur. Un service de renseignement, c'est un service de secours. Ça veut dire que quand tout est bloqué, la diplomatie et tout, on passe. On passe et à gros débit. Parce que c'est à la confiance. Et là, je crois qu'il faut arrêter les conneries. Il faut savoir si on veut travailler pour la sécurité de la France ou si on veut nous plomber. Quand je dis en 2011, quand on arrête Farouz Ben Abbès, auteur de l'attentat présumé, donc de l'attentat du Caire, où la petite Cécile Vanier perd la vie, et on arrête Doud Dioksas, sa copine. On nous autorise, et les Syriens nous aident à arrêter l'intéressé qui nous arrive comme la cigogne par la bande de Gaza et autres. Et le gars nous dit les premières auditions, donc on a les visas pour aller le chercher, pour le ramener en commission rogatoire internationale, donc au niveau justice française. Il me dit, vous savez, moi je devais pas faire que ça. Je devais faire un attentat au Aubervilliers, un attentat au Bataclan. On est en 2011. Donc je dis, faites-moi une note particulière pour attirer l'attention des pouvoirs publics et dire, le Bataclan est une cible parce que le patron a attiré l'attention, parce qu'il défend chaque année au mois de janvier l'armée israélienne et autres. Donc, attention, ça clignote très rouge.
Pourquoi il n'y a pas eu de continuité avec les suivants? Il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Manuel Valls. Pourquoi il n'a pas pris en compte tout ça? Donc là, c'est grave. Donc moi, je dis que quand on défend le drapeau français, on le défend jusqu'au bout. Parce qu'après, on pleure. Alors on peut faire clignoter la Tour Eiffel tous les jours, mais c'est peut-être pas la bonne solution. On peut faire clignoter la Tour Eiffel tous les jours, mais c'est pas une solution quand on défend le drapeau français, on le défend jusqu'au bout. C'est ce que disait Bernard Quarcini il y a quelques années. Et ça nous fait l'introduction avec ce livre, Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, une nouvelle édition revue augmentée de 150 pages, due à Alexandre Delval et à Jacques Sopelsa, avec la guerre russo-ukrainienne, la Chine, les tensions à Taïwan, l'islamisme radical, les défis éco-énergétiques, le déclassement de l'Occident, toutes choses qui nous occupent et qui font un cocktail absolument explosif aujourd'hui. C'est le cas de le dire, Alexandre Delval. Alors nous vivons quelque chose, c'est un peu la suite, c'est-à-dire c'est cette accumulation comme ça qui commence à devenir presque explosion, je dirais. C'est une explosion. Vous savez, le pape a utilisé une expression très intéressante. Pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Le pape actuel, Terza Guerra Mondiale a pezzi. Ça veut dire la troisième guerre mondiale en morceaux. Ce qui est en train de se passer, c'est pas une troisième guerre mondiale, c'est pas encore le choc global. C'est pour ça que nous avons mis dans notre livre vers un choc global. Mais ce sont plein de foyers qui s'allument et qui sont interconnectés. L'Azerbaïdjan n'aurait pas pu faire sa purification ethnique des Arméniens s'il n'y avait pas la fenêtre de tir de la concentration de l'Occident contre l'ennemi russe. Or, les Arméniens étant alliés aux Russes, mais ils ont été abandonnés, ils étaient dans le mauvais camp. Gaza profite tant aux Iraniens, qui à mon avis ne sont pas derrière l'attentat, mais ça peut leur profiter, mais ça profite beaucoup aux Russes aussi. Mais ça ne veut pas dire, contrairement aux esprits complotistes ou manichéens, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont à l'origine. Parce que comme ça profite bien sûr un petit peu à la Russie, on a plein de gens qui nous disent c'est forcément les commandos russes qui sont allés aider Gaza. Vous savez, Gaza n'ont pas besoin de Wagner, ils sont très 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 aguerris depuis des années. Donc en fait, ce sont des conflits différents, avec des agendas différents, qui éclatent en même temps et qui sont interconnectés, où l'un sert à instrumentaliser l'agenda de l'autre. C'est ça qui est plutôt en train de se passer, d'où l'expression heureuse du pape. Du pape. Alors justement, est-ce qu'il ne s'agit pas, y compris cette guerre du Proche-Orient que nous assistons, enfin, un des énièmes épisodes sanglants de cette guerre au Proche-Orient, est-ce que ce n'est pas aussi, justement, il revient des guerres par procuration que se livrent quand même, justement, sans avoir besoin d'envoyer Wagner, les grandes puissances ou un certain nombre de grandes puissances, y compris les puissances émergentes? Alors, il y a des guerres par procuration. Au Liban, on l'a vu pendant très longtemps. Pour Gaza, moi je soutiens une thèse un peu nouvelle, c'est que le Hamas a une énorme autonomie. J'en veux pour preuve que pendant la guerre syrienne, le Hamas, pendant plusieurs années, était contre l'axe de la résistance, comme disent les Syriens, les Libanais, les Iraniens. Le Hamas était du côté des rebelles anti-Bachar. Alors que le Hamas, si le Hamas était l'instrument pur de l'Iran, il aurait été obligé d'obéir. Or, il y a eu une expulsion de son chef, qui habite au Qatar, Ismail Haniyeh, et il a fallu attendre 2022 pour que le Hamas se rabiboche avec l'axe iranien, ou Hezbollah iranien, syrien. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'on le croit. Deuxièmement, j'ai révisé ma copie. Ce n'est pas uniquement l'Iran qui finance le Hamas. Le Hamas a un autofinancement, comme le Hezbollah international. Il y a des connexions dans le monde entier, trafic de cocaïne, taxes prélevées, fidèles qui donnent de l'argent dans les associations des frères musulmans. Dans le monde entier. Dans le monde entier, y compris aux États-Unis, y compris en France. Le Hamas collecte de l'argent, sans parler de ce que donne le Qatar de manière indirecte, avec le European Trust qui finance les frères musulmans en Europe, le don des fidèles, les financements, les trafics, les taxes locales. En fait, le Hamas a une véritable autonomie de pensée, on l'a vu puisqu'il l'a prouvé contre la Syrie et l'Iran, en n'étant pas d'accord pendant la guerre syrienne. Il a aussi une autonomie de finance, et aussi, personne ne rappelle quelque chose, le génie de l'islamisme, c'est de nous faire croire qu'il risque de perdre un territoire, alors qu'il est en train de gagner des esprits. Nous avons un chapitre entier dans ce livre. L'ancien porte-parole de Daesh l'avait dit. On a perdu des territoires en Irak. Vous croyez qu'on est vaincu? Non, parce que le mot charia et le mot califat progressent chaque jour, à chaque fois que nous faisons des attentats, ou que nous perdons, ou que nous gagnons. Vous parlez du califat, vous parlez. C'est une publicité en direct. Le Hamas vise en fait de séduire les Cisjordaniens. Le Hamas va perdre Gaza peut-être, mais il est en train de faire un raz-de-marée dans les esprits des Cisjordaniens, qui est un
volume plus important. À long terme, il n'est pas certain que le Hamas ait été commandité par quelqu'un. Il a une action propre, il a des financements propres et il a prouvé son indépendance par rapport à l'axe Irano-Hezbollah et son agenda propre a consisté également aussi, et ça a été génial, en quelques jours ils ont fait empêcher l'Arabie Saoudite de signer avec Israël et ils ont fait capoter en partie les accords d'Abraham. En tout cas, ils les ont rendus illégitimes pour la rue arabe, même si la rue arabe n'existe pas, bien sûr, elle est plurielle. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite, on continue avec Alexandre Delval. Et avec vous aussi au 0826 300 300. On prend toutes vos questions et vos interrogations. À tout de suite. Non, c'est très bien. Alors, vers un choc global avec un point d'interrogation, Alexandre Delval, le livre que vous avez écrit avec Jacques Sopelsa, un livre passionnant, vraiment, il faut le lire. En plus, avec tout ce qui a été ajouté depuis. Et ce paysage de guerre, d'ailleurs, il est hélas tristement prémonitoire, ou en tout cas très présent. Juste un mot, par rapport, il y a eu le sommet arabe, où on a vu qu'il y avait, en tout cas, un renforcement, c'était voulu un renforcement des sanctions contre Israël, évidemment. Et il y a eu un certain nombre de pays comme le Maroc, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, qui ont dit non, donc ça n'a pas été adopté. Donc les choses sont plus compliquées encore. Ah oui, les choses sont très compliquées. Déjà, la rue arabe, ça n'existe pas. Il y a des rues arabes, même s'il y a une dominante en ce moment en faveur de la Palestine. L'Arabie Saoudite va signer avec Israël un jour ou l'autre, sauf si vraiment ça dégénérait, mais je pense que les choses sont beaucoup plus contenues qu'on le croit. Moi, j'ai beaucoup plus peur du côté de l'Asie, Taïwan, Chine et du côté de l'Ukraine. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que là, on a affaire à des pays nucléaires. L'Iran ne l'est pas encore, même s'il y a des pays du seuil. On a un chapitre entier là-dessus. Et tous les accords de désarmement, Sopelsa, mon co-auteur, est spécialiste justement du nucléaire et de la guerre froide. Tous les accords de désarmement, de limitation des armements, d'interdiction des essais nucléaires ou balistiques, etc., ou de prolifération ou de dissémination, tous ces accords conventionnels ou nucléaires ou balistiques ont été annulés par George Bush dans les années 2000, au nom de la doctrine unilatérale. Et on accuse aujourd'hui la Russie de sortir, par exemple, du traité d'interdiction des essais nucléaires, mais l'Amérique ne l'a jamais ratifié. Même pas signé. Les Russes l'avaient signé. Ils en sont sortis parce qu'ils prennent acte que l'Amérique monte toujours d'un cran dans la volonté de déclasser les Russes. Les Russes sont obligés de s'adapter, d'où l'hypersonique, d'où un certain nombre de concentrations de leur armée dans ce qui est ultra stratégique pour garder la parité au moins d'un point de vue nucléaire. Le conventionnel s'améliore aussi. Et tout ça, c'est très dangereux. Mais ça a été commencé. Je dis pas, il faut accuser l'Amérique. Mais c'est pas l'Amérique. Les néoconservateurs qui étaient peu préparés, c'était des gens qui n'avaient pas fait l'armée, les Rumsfeld, les compagnies, les Dick Cheney. C'était des ultra-guerriers, vous savez, c'était des anciens idéalistes gauchistes, devenus tout à coup droitistes, interventionnistes, qui n'avaient pas fait l'armée et qui étaient guerriers. Démembrer l'URSS. Démembrer l'URSS. Ils ont même produit une carte du démembrement du Moyen-Orient avec un découpage de plusieurs pays en morceaux, ce qui nous a mis la Turquie à dos parce qu'il y avait l'idée de faire surgir un Kurdistan, ce qui a rendu les Turcs hystériques, ce qui a rendu la plupart des pays arabes et musulmans de la région hystériques parce qu'on voulait en gros couper en morceaux leur pays, de même que ces néocons, ils rêveraient d'avoir plusieurs Russies. Il est certain que quand vous voyez les cartes proposées par les néocons dans les années 2000, ça a totalement déstabilisé le monde, notamment avec la guerre en Irak, mais pas que. Et aujourd'hui, l'Occident qui dénonce la Russie comme quoi elle viole le droit international, puissance révisionniste, comme la Chine qui voudrait aussi manger un peu du territoire maritime de ses voisins, comme la Turquie, puissance révisionniste qui veut grignoter aussi le territoire maritime de ses voisins. Le problème, c'est que bien entendu que c'est inadmissible. Mais l'Occident a donné l'exemple en lui-même, surtout les États-Unis, en détournant des résolutions de l'ONU, comme en Libye, ou en faisant des guerres totalement refusées, ex-Yougoslavie ou Irak 2, 2003, refusées par l'ONU. L'ONU avait des plans alternatifs à la guerre et les Américains ont préféré la guerre à des résolutions onusiennes. Et on révisait même les frontières installées, on l'a vu au Kosovo, et ils ont voulu essayer de faire pareil aussi en Irak. Alors justement, Alexandre Delval, parlons un peu de Russie-Ukraine. Vous voyez, depuis un an et demi, en écoutant un certain nombre de chaînes d'information continue et tout le monde, c'était la Russie subissait échec pour échec, les Ukrainiens gagnaient, la contre-offensive allait être triomphale, etc. Et aujourd'hui,
Et ben aujourd'hui, où on en est vraiment? Parce que, est-ce que c'est plié aujourd'hui? Alors, c'est pas plié. Ce n'était pas plus plié en faveur des Ukrainiens, comme le disait LCI, Radio Ukraine tous les soirs, qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont tous un peu pessimistes. J'ai vu maintenant LCI, c'est finalement, on est abandonné, il y a des divisions, les Russes sont en train de reprendre de la force. C'est pas non plus la certitude. Les Russes n'ont pas gagné. Les Russes n'ont pas gagné non plus. On passe d'un extrême à l'autre. Même dans cette chaîne, ça m'a étonné, on est passé d'un extrême à l'autre en 24 heures. Non, en fait, une guerre, on a vu en Syrie, par exemple, les Russes avaient perdu Alep, ils ont remis 2 ans à la reprendre. Ce sont des guerres qu'il faut analyser sur, à mon avis, des cycles de 5 ans. Sauf que les Russes, quand même, sont plus puissants du point de vue effectif, du point de vue... Tout dépend si les Occidentaux veulent mettre le paquet. Si les Occidentaux donnent à l'Ukraine une capacité de casser le monopole russe du ciel, alors là, ça changera la donne. Tout dépend s'ils envoient quelques avions ou beaucoup. Et s'ils envoient beaucoup de systèmes antiaériens ou pas. Apparemment, juste, Alexandre Delval, pour parler de ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils disent, il faut aider Israël, il faut aider l'Ukraine. Apparemment. Alors, est-ce que c'est vrai, le géopolitologue que vous êtes? Et on dit, mais l'Amérique, actuellement, bien sûr que la planche à billets peut fonctionner, mais enfin, les armes, etc., on dit que ça a été très réduit. Enfin, le potentiel et la marge de manœuvre américaine est très réduite. Elle est réduite, mais il y a l'État profond. Rappelez-vous, Trump n'a rien pu faire de ce qu'il voulait faire. L'État profond, il est lié aussi à des grandes multinationales. Ça, c'est structurel. Et ces grandes multinationales ont acheté 43% des céréales ukrainiennes. Ils ne peuvent pas se permettre de 43%. perdre. 43% des céréales ukrainiennes ont été bradées par Zelensky depuis quelques années aux grandes entreprises américaines comme BlackRock. C'est pas du complotisme, c'est officiel. BlackRock, Blackstone, les grands consortiums américains. On a aussi Westinghouse, la société de nucléaire civile américaine qui est en train de marcher sur les plates-bandes de Rosatom en essayant de nucléariser au niveau civil l'Ukraine. Donc il y a des enjeux énergétiques d'un point de vue hydroélectrique, d'un point de vue gaz. On a découvert plein de gaz offshore en mer Noire. On a des enjeux aussi sur le gaz et le pétrole en général, sur l'industrie de l'armement qui est en Ukraine, sur les céréales. Ça fait beaucoup. Donc les Américains sont énormes en Ukraine. Énormes, notamment l'exportation de céréales, c'est extrêmement stratégique. Les céréales, c'est comme l'or noir, voire peut-être mieux, parce que on mange. Il y a des gens qui ne mangent que par rapport à des céréales. Et donc l'Amérique acceptera-t-elle que les Russes fassent une percée jusqu'à Odessa? C'est justement ce que j'ai dit dans mon livre. C'est la grande énigme. Et c'est là qu'on peut passer à un niveau supérieur de dangerosité et de conflictualité. Si on s'accroche à Odessa alors que les Russes y arrivent, alors là, on ira très loin pour garder Odessa, parce qu'on ne peut pas se permettre, quand je dis on, pas moi, mais les stratèges occidentaux ne veulent pas se permettre de perdre un accès à la mer Noire. Ils ne veulent pas que la mer Noire soit uniquement russo-turque. Sauf si, en tout cas, c'est une spéculation passionnante, c'est vrai. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Toujours avec Alexandre Delval. Toujours avec Alexandre Delval et avec vous au 0826 300 300. On prend tous vos appels. À tout de suite. En parcourant ce livre vers un choc global, Alexandre Delval, on parlait justement de ce concept très intéressant, même essentiel, la différence entre la destinée partagée défendue par les Chinois et la destinée unique, la destinée défendue par les Américains. Qu'est-ce que ça veut dire destinée partagée? Pourquoi les Chinois le mettent en avant? À mon avis, c'est un clin d'œil et une attaque directement contre... Vous savez que l'impérialisme américain, parfois très sincère des démocrates comme des néocons, est fondé sur une grande représentation, nous on appelle ça représentation géopolitique, c'est l'expression manifest destiny. Les Américains auraient une destinée manifeste pour toute l'humanité, ce qui est bon pour eux, voilà, pour guider le monde, puisque c'est la nouvelle sion que Dieu aurait donnée au nouveau peuple hébreu que seraient les pasteurs protestants, les Pilgrim Fathers. Ils auraient une destinée manifeste, en gros unilatérale et universaliste. Les Chinois disent non. Nous, notre destinée, elle est partagée. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un universalisme qui devrait s'imposer à tous. Nous, on est confucéens marxistes. Mais si vous êtes musulman, pas de problème tant que vous venez pas sur nos plates-bandes. Si vous êtes universaliste, LGBTiste, pas de problème si vous nous polluez pas avec ça. Si vous êtes hindouiste, pas de problème si vous restez dans votre sphère privée. Et ça, c'est très asiatique. Les hindouistes, les bouddhistes, les confucéens, les shintoïstes, les japonais, les chinois, l'Asie, elle est anti-universaliste puisqu'elle est pour le pluralisme et c'est
lié en fait au polythéisme. Tandis que nous partageons en commun avec l'islamisme cette idée d'unipolarité. Le monothéisme. Ou de monothéisme ou de moniste, comme dirait Léo Strauss ou d'autres philosophes, le monisme, et même Karl Popper a parlé de monisme comme source du totalitarisme. Quand vous êtes moniste, que vous pensez que votre vérité est bonne pour tout le monde, vous êtes forcément en conflit avec les autres. Alors, certes, pour de belles idées, c'est vrai que nous, quand on bombarde l'Irak contre Daesh dans les années de 2015-2017, on bombarde des civils pour leur bien. Hein, nous, on a inventé les bombardements humanitaires. C'était une expression de Kouchner pendant la guerre du Kosovo. Mais ceux qui reçoivent des bombes, ça fait pas un djihadiste de moins, comme disait le général Petraeus, ça fait 4 djihadistes de plus. Et c'est le génie du Hamas, comme d'Al-Qaïda, comme de Daesh. Je provoque l'autre. Moi, je me fiche de la vie humaine. Je sais qu'il va perpétrer un carnage. Ils se fichent de la vie humaine puisque c'est la mort. Ah oui, c'est quand même eux les premiers responsables puisqu'ils mettent des boucliers humains, ils se fichent de la vie humaine, mais ils pensent que l'autre va tomber dans l'erreur. C'est ce que Abou Bakr Naji appelle la stratégie du chaos ou le management de la barbarie. Je provoque l'autre pour qu'il vienne me massacrer parce que je vais perdre des territoires, mais je vais gagner des esprits. Et c'est vrai, c'est le sel des martyrs, comme c'est écrit dans la Bible des chrétiens, ou dans l'Évangile, le martyr et le sel de la terre, pardon, même si c'est pas comparable, parce que chez les chrétiens, c'est plutôt gentil, c'est soi-même qui mourront, on tue pas. Mais le point commun, c'est que si on suscite des martyrs en obligeant l'autre à faire des représailles dites disproportionnées, comme disait Zineb, eh bien, je vais gagner des cœurs. Je vais perdre un village, un territoire, momentanément, un gouvernement, mais je vais gagner. Regardez le nombre de cœurs rien qu'en Tunisie, un pays qui persécute les frères musulmans, mais qui fait l'apologie du Hamas, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils ont mis en porte-à-faux plein de peuples. C'est d'un cynisme absolu. C'est d'un cynisme absolu, mais en géopolitique, malheureusement, on se rend compte que... c'est pas la morale qui joue. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La morale, comme dit Machiavel, la virtu, ce n'est pas la morale du bien et du mal, c'est la morale de l'efficacité. On rejoint la morale de l'efficacité des Chinois, qui sont à fond dans ce pragmatisme. Et les Chinois nous donnent une leçon de non-universalisme, de non-cosmopolitisme et d'efficacité absolue, de pragmatisme, qui nous met en porte-à-faux totalement, parce que nous, les Européens, en fait, on est les dindons de la farce, l'OJNI, l'objet géopolitique non identifié. On est les seuls à appliquer les lois contraignantes qui nous brident. Les Américains aident leurs entreprises de manière indirecte, mais eux, ils nous font condamner quand ça les arrange avec les lois extraterritoriales. Mais mieux, l'Europe condamne les entreprises qui font des consortiums qui risqueraient de nuire à la concurrence américaine. C'est extraordinaire. Et donc, c'est d'un masochisme organisé. Ça. Je pense, moi j'ai vraiment une thèse. Je pense que l'Europe est ethnomasochiste parce que elle n'arrive pas à se pardonner elle-même l'horreur, et c'est vrai, de la Seconde Guerre mondiale, mais l'imbécilité de ce suicide rédempteur, c'est de croire que nous sommes tous responsables de ce que tous les Blancs ont fait à un certain moment. Bien sûr que non, c'est fou. Mais malheureusement, il y a une sorte... Ça, c'est un peu l'école de Francfort qui a utilisé ça. En gros, l'école de Francfort, les milieux trotskistes et tous les milieux mondialistes, qu'ils soient gauchistes ou qu'ils soient des multinationales, tous ceux qui ont intérêt à détruire les frontières, ont voulu faire croire que si vous êtes un peu identitaire, un peu national, vous êtes déjà un pas vers la réduction ad Hitlerum, vers l'horreur de la bête immonde. Oui, mais ce que vous dites, Alexandre Delval, c'est très intéressant. C'est l'alliance objective, pour parler en terminologie marxiste, de la racaille, disons, des gauchistes, et d'un certain patronat mondialiste qui ne veut surtout pas qu'il y ait des frontières, qui se fout des frontières. Alors, j'avais repris votre expression, les racailles d'en haut. Ma femme m'a grondé, elle m'a dit, c'est pas très diplomate, mais c'est tellement vrai. Alors, on pourrait dire, oui, ceux qui en haut n'ont pas intérêt à appliquer le droit, ils n'aiment pas les juges, ils préfèrent remplacer par des arbitres, qui sont les arbitres souvent des grandes multinationales. C'est le traité atlantique, on l'avait vu, et ça c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a une convergence de vues entre les mondialistes financiers qui veulent des économies d'échelle toujours plus grandes, avec un homme unidimensionnel, comme dirait Marcuse, qui va consommer la même chose. Pour qu'il consomme la même chose, il ne faut pas qu'il y ait de différence de sexe, de taille, de couleur, c'est un peu Michael Jackson. C'est un homme qui choisit sa couleur, comme il choisit son sexe, comme si c'était si facile que ça. En fait, il faut être drogué aux hormones ou à des produits toute sa vie, et on a vu comment a fini Michael Jackson, et on a vu le nombre de gens qui se font opérer et qui ensuite ont des traumatismes horribles, et avec des thérapies qui peuvent même provoquer des cancers, parce que les hormones, c'est pas anodin. On nous fait croire que tout ça est anodin, on peut tout choisir. L'idée, c'est de déstructurer tout ce qui est traditionnel ou naturel, et que tout ne serait que culturel et que choix. En fait, c'est l'hyper-souveraineté
volonté de l'individu qui va à l'encontre de la souveraineté collective. C'est pour ça que l'Occident n'est plus capable de politique de civilisation. Il a renoncé à toute identité, puisqu'on nous a dit que l'identité était suspecte, dangereuse, et il a renoncé à tout ce qui sépare ou qui met une différence entre l'un et l'autre. La frontière est un instrument de torture, l'a dit un jour un politique. Les États émergents, Alexandre Delval, n'ont pas du tout cette... C'est la thèse de ce livre. Pendant que nous abaissons la garde et nous disons l'identité est horrible, surtout la nôtre, les autres sont très fiers d'être identitaires. Regardez sur Internet, il y a une vidéo de jeunes étudiants juifs américains qui se moquent un peu de certains wokistes. Ils sont habillés en wokistes, très tolérants, cheveux orange et unisexes. Ouais. Et ils disent à un djihadiste du Hamas, nous t'aimons bien, on a le même combat, on est LGBTQH comme Hamas. Et le Hamas lui dit, oui, on va venir vous détruire. Et l'autre continue, mais nous, que c'est délicieux, cet humour. C'est inclusif, mais vous êtes charmant dans votre humour. Et l'autre continue à lui dire, ah non, mais on va vous massacrer. Parce que vous êtes des dégénérés, on va vous massacrer. Et l'autre répond, ah non, mais nous, on vous aime beaucoup. L'important, c'est qu'on soit unis contre l'homme blanc, occidental, judéo-chrétien, hétérosexuel. C'est un peu ça ce qui se passe. C'est de l'humour. Ces jeunes étudiants un peu exagérés. Mais malheureusement, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Mais pas les Américains, qui n'en sont pas dupes, qui ont un peu lancé ce virus pour justifier leur impérialisme. Mais en fait, leur universalisme cache une volonté de puissance. Ils ont une vraie volonté de puissance. Ils ont un drapeau dont ils sont fiers et ils nous gavent avec ça dans tous leurs séries, leurs films. Et les Anglais, pareil avec James Bond. Mais il n'y a que les Européens non anglo-saxons qui culpabilisent de leur drapeau, qui pensent que leur drapeau est absolument horrible, infréquentable, alors que finalement, le drapeau anglais est-il moins colonial que le drapeau français? Moi, je pose la question à mes étudiants qui ont tous des drapeaux anglais ou des drapeaux américains, je leur dis, le drapeau français, il est vraiment si horrible que ça? Il a fait moins de guerres, plus de meurtres que les drapeaux des plus grands impérialistes depuis 2 siècles. Et là, ils me répondent pas. En fait, ils sont victimes d'un matraquage, de la publicité, des modes, parce que l'histoire appartient à ceux qui créent des modes, ceux qui créent des trous noirs sémantiques. En fait, c'est extraordinaire parce que l'Europe aujourd'hui, mais j'espère que ça va bouger, mais l'Europe aujourd'hui joue le rôle, je m'efface donc je suis. Ce n'est plus je pense donc je suis. Oui, et c'est rédempteur. En gros, je suis tellement horrible, j'ai intégré en moi quelque chose de très peu chrétien. On croit que c'est judéo-chrétien la culpabilité. Mais dans le christianisme, le pardon. Dans la culpabilité éternelle que veulent nous faire endosser les wokistes, il n'y a pas de pardon. L'homme blanc doit s'agenouiller à chaque cours quand il fait un cours. Un professeur en Amérique dans ses universités, il doit demander pardon parce qu'il va citer plus d'un auteur blanc. Il doit s'excuser. Et même souvent, on l'empêche de faire cours et on le dit, tu as cité 2 auteurs blancs, ça suffit, c'en est trop, démission. Alors il s'excuse. Non, ça suffit pas de s'excuser, démissionner. Donc c'est vraiment m'effacer pour me faire pardonner. Je suis tellement horrible que je dois disparaître. C'est un petit peu comme le savez, le malade dépressif en stade final. Il se dit, je suis en dissonance cognitive, j'existe, mais je ne m'aime pas. Bon, pour être cohérent, je me tue. Élimine-moi. Et donc l'Europe dit en gros, élimine-moi. Et comment elle s'élimine ? En faisant venir ceux qui la détestent. Je m'excuse, je sais que c'est la psychologie un peu à 2 balles géopolitique, c'est la psycho-géopolitique, mais je suis persuadé. De même, l'acte antisémite manqué de l'Europe, c'est de faire venir des populations qui détestent les Juifs. Si l'Europe était vraiment si judéophile, comme elle le dit constamment, ferait-elle venir depuis 40 ans des populations dont on sait qu'ils sont abreuvés par la haine du Juif? Il n'y a pas une grande cohérence dans tout cela. Christianophobe aussi, enfin... Et christianophobe, je l'ai dit dans un tweet d'ailleurs. On fait venir des populations, et je leur en veux pas, ces populations, c'est les valeurs qu'on leur a inculquées. On fait venir des gens qui globalement considèrent le Juif et le chrétien comme des inférieurs. Dans le Coran, c'est halal dhimma, c'est-à-dire le Juif et le chrétien n'est toléré que quand il baisse les yeux, Rouh Hashmel, il marche à gauche, il doit être soumis, il paye une taxe, la jizya, il doit être humilié, dans la sourate 9, c'est clair, Sariroun, ils doivent être humiliés, à cette condition, celui-là est toléré. Alors imaginez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est abreuvé à la charia, et qui a comme patron un juif ou un chrétien. Mais c'est pas pour le justifier, mais mettez-vous, c'est une souffrance pour lui, parce qu'on lui a appris que jamais un infidèle doit être le patron. Alors encore pire si c'est un hindouiste polythéiste. Donc c'est vrai, depuis 40 ans, tout a été fait pour que le chaos s'installe dans nos sociétés, alors qu'avec une immigration choisie, parce que vous et moi on est issus de l'immigration, avec une immigration choisie, on aurait pu très bien gérer une magnifique immigration si on l'avait en plus intégrée. Parce que non seulement on a fait venir des gens qui n'ont pas nos valeurs, toutes les communautés, mais on n'a pas cherché à les intégrer, alors que moi je travaille avec des musulmans
musulmans raisonnables, patriotes, on aurait pu en plus intégrer des gens en mettant le paquet sur les valeurs. On ne l'a même pas fait. On a donné à nos musulmans, on a donné aux imams en pâture notre immigration musulmane, et c'est le résultat de ces manifestations-là anti-juives, parce qu'on inculque dans nos mosquées en France, dans de nombreuses mosquées en France, j'en ai calculé à peu près 800 qu'on devrait interdire, c'est pas 3 qu'aurait dû interdire le gouvernement, c'est à peu près 800. Il y a à peu près 800 mosquées qui dépendent du Miligulus turc, ou qui dépendent des frères musulmans, ou qui dépendent d'organisations comme le Tablir, qui ont globalement une idéologie totalitaire, anti-juive, anti-chrétienne, anti-mécréante, et qui ont une valorisation de l'inégalité et de la violence du djihad dans les traités de Muslim, Bukhari, etc., ou même le traité d'Erbakan. Mais quel tableau! Et si vous donnez nos compatriotes, nos frères, nos compatriotes musulmans, à qui nous devrions un devoir d'intégration, si on était vraiment antiraciste, on transmettrait à ces gens Voltaire, comme on le transmet à nos compatriotes, je dirais de souche. Pourquoi les musulmans auraient droit à des barbus obscurantistes qu'ils ont fui, mais qui viennent les rattraper ici? Et pourquoi ils n'auraient pas droit à Voltaire eux aussi? Ça, à mon avis, c'est le racisme de l'Occident. Les musulmans en ont aussi beaucoup marre de ces dictatures. Beaucoup de musulmans en ont marre. Oui. Beaucoup de musulmans en ont marre. Ils sont pris en otage par des gens qui sont venus les rattraper, parce que mettez-vous à la place des frères musulmans et du Miligulus. Ces organisations islamistes ont théorisé l'idée que c'est une souffrance insupportable que des musulmans s'installent en masse en Europe et s'intègrent aux valeurs des mécréants. On va aller les rattraper et on va aller les désassimiler. Donc de même que de même que le monde se désoccidentalise, nos musulmans qui étaient intégrés sont en voie de désassimilation à cause de la propagande de ces islamistes à qui on les a confiés. Et là, on peut faire du dollar, on peut dire j'accuse. On peut dire j'accuse nos élites d'avoir permis ça, parce qu'on aurait très bien pu gérer un islam de France comme les Autrichiens ont fait un islam d'Autriche. Dire Alexandre Delval sur nos élites et sur 40 ans de démission, c'est encore autre chose. On va peut-être se retrouver après une dernière petite pause. Après cette petite pause, on écoutera Pierre qui nous appelle. À tout de suite sur Sud Radio. 13h48 sur Sud Radio. On est toujours avec Alexandre Delval qui est notre invité du jour, et on accueille Pierre au 0826 300 300. Salut Pierre. Bonjour Pierre. Pierre. Bonjour André, bonjour Monsieur Delval. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien, on vous écoute Pierre. Je vous ai trouvé très en forme à la conférence au Québec avec dire à vous, Monsieur Berkoff. Merci. Bravo, un grand bravo. Merci. Alors, Monsieur Delval, j'apprécie ce que vous faites. Je voulais juste rentrer dans le débat sur un point que vous avez évoqué qui me semble pas aller au fond des choses et pas croiser avec l'économie. C'est la possibilité que les OTANiens et que les États-Unis mettent le paquet et viennent gagner cette guerre en Ukraine. Je pense que quand on dit ça, il faut croiser avec la situation économique et pas que militaire, avec un pouvoir américain très mou au bord de la faillite et un pouvoir européen qui n'en est pas un, et qui, ne parlons même pas de la capacité économique de poursuivre une guerre. Je pense que cette guerre est déjà perdue et que ça va vraiment modifier la géopolitique mondiale. Et ce qui se passe en Moyen-Orient est simplement la conséquence de tous ces pouvoirs mous qui sont au grand jour et pour lesquels les peuples ont plus tout confiance. Oui. Mais vous avez la chance d'avoir une certitude. Nous, en géopolitique, on essaie. Alors, vous me direz, c'est peut-être de la précaution. Hein, on essaie d'avoir au moins 1 ou 2 ou 3 scénarios. Non, mais le vote est possible. Sur la situation économique américaine est intéressant. Oui, mais en même temps, vous savez, quand on nous parle de paupérisation, de dette, les Américains ont une dette qui est payée par le dollar, et le dollar, qu'on nous dit qu'on se dédollarise, on est à 87% dans le monde d'utilisation du dollar. Donc, ils peuvent encore faire de la planche à billets et voter des rallonges. Oui, mais Alexandre, je voudrais juste, je voudrais juste compléter la question. Oui. Pierre, c'est que, au fond, vous dites, oui, mais pour peu qu'il leur envoie des armes, pourquoi il n'a pas déjà envoyé des avions? Pourquoi les Américains, ça fait quand même ça, c'est la vraie question. 2022. Pourquoi on est en novembre 2023? Qu'est-ce qu'ils attendent pour envoyer ce qu'ils veulent envoyer? Il y a une raison. Ils pensaient ils ont quand même envoyé quelque chose d'incroyable, beaucoup plus que le budget de défense français. Ils pensaient que ce paquet avait suffi. Apparemment, ça suffit pas. Le Russe est plus résilient. Donc, c'est pour ça que chaque mois, on en parle dans notre livre. On a une chronique sur cette guerre en Ukraine qu'on a actualisée. Ouais. Chaque mois, chaque semaine, on envoie en Ukraine une arme qu'on avait juré qu'on n'enverrait jamais, parce qu'elle risquait de nous faire rentrer
entrer en guerre directe. Si vous voulez, c'est l'engrenage dont ont parlé certaines personnes très avisées. Cet engrenage continue et la question c'est jusqu'où ça va s'arrêter. Est-ce qu'à un moment, pour des raisons de dette tout à fait légitimes dont parle Pierre, mais pour d'autres raisons, de peur qu'on arrive à la ligne rouge, est-ce qu'à un moment on va dire on arrête la récréation? C'est la vraie question, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui on n'a pas la réponse. La guerre directe. Oui, mais on n'a pas la réponse parce que l'histoire est faite de pays qui étaient endettés et qui sont quand même entrés dans des guerres mondiales. Ils sont passés en économie de guerre et ils ont tenu 5-10 ans. Donc je ne serais pas aussi optimiste ou pessimiste suivant où on se place. Je pense qu'il y a deux scénarios. Celui-là est possible, avec bien sûr l'échéance électorale, mais celui-là aussi peut être n'oublions pas, il peut être contrecarré par des multinationales qui, ne l'oublions pas, sont le vrai pouvoir. Biden est un homme complètement réduit, et c'est pas avec mépris que je le dis, il va être encore plus réduit dans un an, et c'est pas grave parce que c'est pas lui le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, ça peut être la vice-présidente, ça peut être d'ailleurs qui est marié avec le lobbyiste quand même de Lockheed Martin, une boîte d'armement. Donc il y a un vrai pouvoir derrière. C'est pas très grave qu'il savent à peine marcher, et même s'il a plus trop de mémoire, et qu'il sera maintenu. Il sera maintenu comme Franco, il peut même être maintenu en respirateur. J'abuse exprès, bien entendu, je fais de l'ironie, mais je pense qu'il y a quand même, faut pas sous-estimer le deep state, ce système, et l'Amérique, elle perd les cœurs dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, elle met le paquet en Eurasie. C'est le retour à Mackinder, à Spikeman, le Heartland avec le Rimland, encercler l'Eurasie. C'est la victoire de Brzezinski avec son nouveau disciple, George Friedman, qui explique dans une vidéo quand il présente son livre, c'est quand même l'homme qui conseille la CIA à Stratford, il explique qu'on revient au old game. On se concentre sur l'Eurasie. C'est le retour de l'hyper-importance de l'Eurasie et l'empêcheur de tourner en rond pour créer un Occident global. Parce que moi, je crois plus à l'Occident global que le Sud global. Le Sud n'est pas du tout globalisé. Il est identitaire, donc il est parcellisé. Par contre, il y a un Occident global, puisque l'Occident porte cette idée d'unilatéralisme et de mondialisme. Il est battu en brèche en ce moment. Il est battu en brèche, mais justement, comme il est battu en brèche dans beaucoup d'endroits, il se dit, là où on est déjà à moitié américain, parce qu'on bouffe, on écoute, on est en brevet d'américanisme, depuis le jeune âge, on est américanisé. Moi, je vois mes étudiants, ils sont beaucoup plus américanisés que n'importe quelle autre nation. Et d'ailleurs, ils ont plus le drapeau américain que le drapeau français dans leur chambre ou sur leur cartable. Donc, les Américains savent que le seul endroit où ils peuvent faire ce laboratoire pour monter une sorte de globalisation qui deviendrait non pas marchande, mais politique, c'est l'Europe. Pourquoi? Et Brzezinski le dit très bien dans son livre. Brzezinski dit: l'Europe, ce serait très dangereux si elle s'alliait avec la Russie, qu'elle devenait anti-hégémonique. Mais il n'y a presque aucune chance. Aucun risque. Pourquoi? Elle est tellement américanisée culturellement. Depuis les lois... On ne la voit pas passer chez Poutine. Mais rappelez-vous, depuis 1945, nos dirigeants, après 1945, ont voté des lois pour permettre à l'industrie hollywoodienne et américaine audiovisuelle d'inonder le marché européen. Croyez-vous que c'est innocent quand on est américanisé par la musique, les séries, les films, nos stars, nos références sont toutes américaines, pratiquement. Moi, je me bats, parce que j'aime beaucoup la musique, notamment flamenco et la musique traditionnelle italienne, je me bats pour les musiques locales, identitaires, mais elles sont devenues... c'est les Gaulois. Le défenseur de Celentano et de Toto Celentano, mais aussi du flamenco. J'étais en Andalousie récemment, dans un village. Personne, dans un mariage andalou, personne savait chanter le flamenco, ni même Pedro Laguerre. Mais par contre, ils étaient tous américanisés. Et c'est pour ça que l'Amérique pense que c'est ici qu'il faut se replier, car ce globalisme, ils vont plus le faire chez des gens qui sont abreuvés d'américanisation que chez des peuples identitaires qui reprennent la charia, ou qui reprennent l'orthodoxie, ou qui reprennent l'hindouisme, comme M. Modi. Encore une fois, vous dites vous-même pour justement l'Amérique, rien n'est sûr. Et moi, je crois qu'il y a actuellement en Europe de l'Est une réaction identitaire très forte, y compris contre l'Amérique, de ce point de vue-là. Alors, y compris contre l'Amérique chez les Russes, mais... pour certains, et les Hongrois, mais les Polonais quand même, ça reste le remplaçant de l'Angleterre comme cheval de Troie américain en Europe. Mais là vous avez raison, c'est vrai que l'Europe de l'Est, moi j'y allais souvent pour mes fonctions jadis, ils sont tous hyper identitaires, hyper nationalistes, et c'est pour ça que dans ce livre, notre conclusion est assez pessimiste. Plus l'Europe s'élargira vers l'Est et l'OTAN, l'Union européenne et l'OTAN, plus ils iront vers l'Est, comme ils voulaient aller vers la Turquie, plus ils auront des frontières directes avec des pays en guerre ou hostiles, ou totalement hostiles à eux. Alors moi je pose une question, l'Europe c'est la paix qui veut s'étendre à des pays en guerre?
qui nous apporteront des frontières avec ceux qui nous détestent et qui nous combattent. Là, j'arrive pas à comprendre la logique de l'Europe faiseur de paix. Gros problème. On a peut-être le temps pour une question ou pas? On a Stéphane qui nous appelle de Marseille. Bonjour Stéphane, on vous écoute Stéphane. 1 minute, s'il vous plaît. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour Monsieur Delval. Bonjour. Alors, je lis effectivement depuis longtemps avec le 2004-2005, la Turquie dans l'Europe. C'était un très beau livre. Merci. Pour ma question, j'ai regardé le rapport parlementaire sur les renseignements qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je me rends compte qu'en fait on parle des fréristes, etc. Ce que je me rends compte, c'est qu'on ne peut pas nommer dans ce genre de rapport une religion, par exemple, parce qu'on tomberait sous le coup de la loi où on désignerait clairement certaines choses. Donc je me demandais comment les choses pouvaient changer quand même les rapporteurs de ce genre de rapport n'osent pas, j'ai l'impression qu'ils n'osent pas aller trop loin dans leur conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'osent pas. Très rapidement. Oui, ils n'osent pas trop parce que la République, elle est laïque, elle ne doit pas s'immiscer dans les cultes. Et c'est vrai que quand on dénonce des mouvements islamistes, on peut pas dire l'islam. Et ça, c'est assez légitime. Par contre, on pourrait quand même désigner les frères musulmans, l'islamisme radical, l'islamisme politique, les califalistes. On pourrait désigner le Miliguluş turc qui est en train de faire une sorte d'OPA sur l'islam européen en collaboration avec les frères musulmans. On peut nommer les organisations. Moi, j'ai nommé dans mon livre les 5 pôles de la réislamisation qui cherchent à désassimiler nos concitoyens. Votre livre met les mots MOTS sur les mots MAUX. C'est pour ça qu'il faut le lire et prenez le temps de le faire. Merci Alexandre Delval d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre Vers un choc global, la mondialisation dangereuse. C'est publié chez l'Artilleur avec Jacques Sopelsa. Tout de suite, c'est Brigitte.